Bonsoir Gary Titelman. Vous êtes, je le rappelle, un des meilleurs spécialistes de la dimension aérienne de ce conflit. Marie Mandras nous disait la carte où les fronts ont si peu évolué à Bakhmout. Regardons-la ensemble à travers les semaines et les mois. Voilà, depuis août 2022, on voit bien ici cette offensive russe qui est considérable. C'est le moment où même Volodymyr Zelensky disait la situation est difficile. C'était ses mots à Bakhmout. La tenaille russe qui arrive à se constituer en partie. Et puis, les fronts ensuite ne bougent plus beaucoup. Mais déjà, dès le début, on n'est qu'à 25 km des lignes qui sont occupées depuis 2014. Donc, exactement. C'est pas un exploit. Et le fait qu'ils ne bougent plus du tout depuis maintenant quand même... Enfin, je veux dire, 6 mois de bombardements intenses, des dizaines de milliers d'hommes, des dizaines de milliers de tonnes de munitions qui sont déployées à cet endroit-là. Déjà, à la base, stratégiquement, c'est une ville qui ne vaut pas cet investissement. Et en plus, ne même pas réussir à la prendre, c'est un échec qui est énorme. Et les hommes qui sont sur place, maintenant, ils le disent très clairement, les Russes ont arrêté, parce qu'ils n'ont plus de ressources, en fait. Ils n'ont plus les ressources nécessaires pour continuer ce qu'ils appelaient le rouleau compresseur. Mais en fait, c'était plus une machine à broyer du russe que de l'ukrainien. Oui, la machine à broyer, c'est très intéressant, cette expression de hachoir à viande qu'à l'époque Prigojine avait utilisée, ça se retourne en grande partie, n'est-ce pas, contre les Russes? Bien sûr. On peut noter aussi pour la bataille de Bakhmout que c'est le sieur Prigojine, donc un personnage très peu recommandable, et qui a donc fondé les mercenaires Wagner, l'organisation Wagner depuis déjà des années, et qui ont fait leurs preuves dans plusieurs pays africains, en Syrie, en Libye, et maintenant malheureusement aussi en Ukraine. Prigojine avait décidé de sauver les pauvres militaires russes en leur montrant que ses propres mercenaires étaient bien meilleurs, et c'est tout aussi catastrophique. Donc c'est plutôt, je crois, quand même une très bonne nouvelle pour l'Ukraine et pour nous, c'est que cet homme qui prétendait qu'il pouvait faire mieux que le simple soldat russe comprend aussi qu'il n'a absolument rien à faire en territoire ukrainien, qu'il ne tiendra pas le coup, qu'il a déjà aussi des milliers de morts dans ses troupes Wagner. Et rappelons aussi que la plupart des mercenaires Wagner, depuis 6 mois, ont été embauchés en prison et ce sont des délinquants. Marie Mandras, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On poursuit sur ces images de Bakhmout avec vous, Xavier Titelman, les tirs si violents dans la ville. On voit à quel point les Ukrainiens, pied à pied, maison par maison, défendent leur territoire. Oui, tout à fait. Et là, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps, même dans les images satellites qui sont utilisées normalement pour suivre les feux de forêt, on recommence à voir des gros incendies dans le centre de Bakhmout, qui voudraient peut-être dire que les Russes ont utilisé par exemple des munitions incendiaires et qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Donc ils n'ont plus réellement d'espoir de continuer à avancer, mais par contre ils veulent toujours raser la ville. Et en réalité, Wagner a quand même réussi une chose, ils ont pris un village, ils ont pris Soledar, 11 000 habitants, complètement rasés, mais la réalité c'est que depuis 6 mois, la seule ville qui a été prise par la Russie, c'est Soledar. Sur notre antenne, Mikhailo Podolyak, le représentant de la présidence ukrainienne, disait « Donnez-nous des avions ». Cette fois, il s'adresse très directement à la France en disant même que la France soit leader en la matière. Sur ce terrain-là, en quoi ça servirait ? Déjà, si on avait des avions un petit peu plus modernes et efficaces que ceux qui sont utilisés, des avions soviétiques qui sont dans le parc ukrainien, on pourrait tirer, mais d'une plus grande distance. C'est-à-dire qu'on pourrait larguer des munitions qui font des centaines de kilos d'explosifs avec une grande précision, par exemple pour casser une tête de pont russe, pour détruire des ponts, ce qui empêcherait les Russes de continuer à avancer avec des véhicules. On pourrait également directement taper sur les bunkers qui aujourd'hui ne peuvent pas être détruits avec les HIMARS. Je rappelle, les HIMARS, c'était les fameux missiles qui portent à 60-80 km de portée. Il a fallu en tirer des dizaines pour détruire, par exemple, le pont qui reliait Kherson. Donc, l'intérêt des avions de chasse, c'est de taper beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros. Évidemment, face à des troupes qui arrivent en nombre, ça a un effet qui est absolument... ça change réellement le face de la guerre. Dans ce rapport de force, regardons comment les Russes sont souvent dans la position non plus du chasseur, mais du chassé. Ce sont dans les tranchées. Et vous observez, vous avez des moyens de suivre très exactement depuis le ciel ce qui se passe. On voit ici... décrivez-la parce que vous saurez mieux le faire que moi, ce qui se passe. En plus, cette scène-là, elle est assez connue. Il y a des Ukrainiens qui sont en train de prendre cette tranchée et les hommes de Wagner
par manque d'efficacité aussi, vont se tirer les uns sur les autres quand ils vont descendre sur le bas, en bas à droite. Donc c'est une situation dans laquelle on se rend compte que non seulement les Ukrainiens se permettent de reprendre à l'assaut ce qu'on appelle nettoyer les tranchées. Là, en fait, ils le font prisonnier, n'est-ce pas? C'est ça? Lui, il est blessé déjà, donc finalement, il va lever les bras et il va être prisonnier. Et je crois que c'est un autre moment de cette vidéo où on se rend compte qu'en fait les Russes sont même plus capables de se coordonner les uns avec les autres. Et on voit, quand ils sont notamment prisonniers, on voit qu'ils utilisent des radios qui sont des radios amateurs, des radios qu'on peut acheter dans le grand public à 30 €. Et c'est ce qu'ils utilisent. Donc logiquement, ils n'ont aucune capacité de cacher leur volonté. Et quand ils se synchronisent, passe à droite, passe à gauche, les Ukrainiens entendent absolument tout. Et ils ont leurs drones qui vont les renseigner sur la position de leurs ennemis. On se représente un peu la géographie de la ville. C'est une ville de 70 000 habitants, en grande partie évidemment d'abord ruinée complètement, mais aussi désertée. Et autour de ça, ce lacis de tranchées. Il y en a énormément, il y en a partout, ça fait tout le tour. Mais néanmoins, le fait que la ville, c'est un petit peu les façons soviétiques, on a des grands immeubles qui vont aller très haut et qui sont entourés par des champs. Et quand il y a plus, quand ils essaient de sortir de ces tranchées, finalement, ils se mettent à découvert. Et c'est pour ça qu'il y avait ces vagues et ces vagues d'assaut qui arrivaient en continu. Les Ukrainiens, ils sont retranchés dans des immeubles qui sont vides de civils et ils vont tirer mais des centaines de coups par jour avec des vagues de 10, 15, 20 Wagnerités qui vont arriver en même temps et qui, 90% du temps, n'arrivent pas simplement à atteindre leur bloc d'immeubles. Ça explique ces destructions qu'on voit dans la vidéo qui va suivre, où on voit vraiment la destruction si massive de la ville. Vous le disiez, bloc d'immeuble par bloc d'immeuble, ça rappelle évidemment ce qui se passait à Mariupol. Ouais, on est dans la même configuration que Mariupol, sauf que là, la ville n'a pas été encerclée. Si la ville avait été encerclée, ils l'auraient rasée comme ils l'ont fait à Mariupol. Mais le fait qu'il soit toujours capable d'alimenter cette ville, que derrière, il n'ait pas réussi à fermer cette pince, et du coup, on a toujours des combats. On a même le président Zelensky qui s'est permis d'aller sur le terrain. Donc on sait très bien que cette ville n'est pas prête de tomber. Et dans tous les cas, vu que Wagner a arrêté de faire des grandes offensives, ce sera un des échecs des 3 derniers mois. Depuis le mois de décembre, ce sont les Russes qui sont à l'offensive. Les Ukrainiens, ils sont là, ils attendent. Et ils laissent la Russie se fatiguer à faire des offensives qui n'aboutissent à rien, mais qui leur coûtent très très cher en termes humains. Quand on voit ces résultats des villes, finalement, quand on ne peut taper qu'avec de l'artillerie, c'est ça qu'on obtient. Et c'est justement ce que font les Ukrainiens aussi, sauf qu'ils tapent avec beaucoup plus d'efficacité. Si les Russes avaient une aviation, ils pourraient raser ces blocs d'immeubles en un seul coup. De la même manière que les Ukrainiens pourront le faire quand ils auront des avions de chasse occidentaux. Mais le fait que ces immeubles tiennent encore debout, c'est aussi un échec de l'aviation russe, qui, si elle avait des munitions de précision, pourrait tirer tout en restant à 30 km de portée et pourrait empêcher les Ukrainiens de continuer à faire du sniping en étant protégés. Est-ce qu'il y a un lien entre cette situation sur le terrain, à l'échelle, on le disait, de quelques mètres parfois, quelques dizaines de mètres qui bougent ou non, et ce qui se passe avec les menaces de Vladimir Poutine? C'est évidemment l'actualité qui mobilise le monde entier, ces menaces concernant le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Mais diplomatiquement, politiquement, médiatiquement, est-ce qu'ils peuvent dire, bon bah voilà, ça fait 4 mois qu'on essaye et qu'on n'y arrive pas? Quand les Ukrainiens ont essayé, ils nous ont repris 20 000 km², ils ont repris Kherson, ils ont repris Izium, et puis nous, on essaye depuis 3 mois, et on enchaîne les échecs. À Vuhledar, Bakhmout, ils n'ont rien fait, mais Vuhledar, ils ont essayé, c'était vraiment des conscrits, c'était vraiment l'armée russe qui a essayé de prendre Vuhledar. Et 130 chars perdus en 4 jours, juste pour ceux qu'on peut comptabiliser en source ouverte à partir des images qui remontent du terrain. Donc on est sur une situation où, oui, ils compensent en rappelant qu'ils sont une puissance nucléaire, sur ça il n'y a aucun doute. Maintenant qu'ils posent des armes nucléaires en Biélorussie, finalement il y a déjà l'enclave de Kaliningrad qui est encore plus à l'ouest, ça ne change pas grand-chose. Simplement, ils annexent encore davantage la Biélorussie et je pense que ça va finir par les gens, les Biélorusses, vont certainement en avoir marre de leur président aussi. On voit à quel point les puissances prennent très au sérieux cette menace nucléaire nouvelle de la Russie. Réaction de l'OTAN. La réaction nucléaire de la Russie est dangereuse et irresponsable, déclare l'Alliance Atlantique. C'était son porte-parole tout à l'heure. Réaction de Kiev. L'Ukraine demande une réaction du Conseil de sécurité de l'ONU. Réaction de l'Union européenne qui dit que de nouvelles sanctions seront prises contre la Biélorussie si elle laisse sur son territoire des armes nucléaires. Ça montre à quel point, c'est la déclaration de Josep Borrell, le représentant pour la diplomatie, toutes les puissances ne prennent pas du tout ça à la légère. Mais la Biélorussie, elle est toujours pieds et mains liés, elle n'a absolument aucun choix. Son président
président est un pantin, tout le monde le sait. Il y a quand même, c'est un retour en arrière parce que des pays comme la Biélorussie et l'Ukraine ont rétrocédé leurs armes nucléaires. Ce sont des pays dans lesquels il y en avait. D'ailleurs, l'Ukraine a rendu ses armes nucléaires en échange d'une protection des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Chine et de la Russie. On voit bien ce qu'il en est aujourd'hui. Donc finalement, le fait que les Russes débordent de nouveau et remettent des armes nucléaires dans des zones qui ont été dénucléarisées à l'époque, en échange de la promesse que même si les Américains, même si l'OTAN s'étendait, les armes nucléaires américaines qui sont dans le cadre de l'OTAN en Allemagne, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas n'iront pas plus à l'est. Le fait que la Russie revienne sur une promesse, est-ce que ça veut dire maintenant que les Américains sont libres de mettre des bombes atomiques américaines en Pologne? C'est une vraie question qu'on pourra se poser. Inquiétude de la France. Regardez la déclaration du Quai d'Orsay. Cet accord représente un élément supplémentaire d'érosion de l'architecture internationale, de la maîtrise des armements et de la stabilité stratégique en Europe. Prenons ensemble la carte, qu'on comprenne bien ce dont on parle. La carte de l'Europe et de son arsenal nucléaire. Regardez, quand on voit, alors il y a les puissances nucléaires classiques, Royaume-Uni, France, Russie. Bon. Ceux qui ont ici le petit symbole nucléaire sur eux, la Grande-Bretagne et la France, sont des puissances nucléaires autonomes. Ils ont besoin d'absolument personne. Et puis, il y a, et ça c'est très intéressant parce que dans l'argumentaire russe, ça compte beaucoup actuellement, il y a ces bombes nucléaires américaines qui se trouvent sur le territoire de l'OTAN, en l'occurrence, et dans certains pays. Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Italie, et en Turquie, dans la base Incirlik. Alors, il y avait une volonté, un accord, là pour le coup, il y a eu un accord pour que ces armes ne débordent pas et n'aillent pas un peu plus vers l'Est, même si ces pays devenaient des membres de l'OTAN ou membres de l'Europe. Ça a été respecté. Et de l'autre côté, il y avait cette volonté de ne pas avoir des armes russes qui se rapprochent de nos frontières. Et là, on a encore une fois les Russes qui ne respectent pas leurs paroles, mais combien de traités ont-ils violés déjà par le passé? Ça ne change plus grand-chose. Tout à l'heure, le général Paloméros disait le risque, c'est la surenchère. Aujourd'hui, par exemple, les Baltes et aussi les Polonais le font déjà. Une partie d'entre eux diront... Oui. Mais nous aussi, on veut des bombes nucléaires américaines sur notre sol. Sachant qu'on a une doctrine qui est quand même très différente, c'est que nous, c'est du défensif. Il n'y aura jamais de premier tir, il n'y aura jamais. Alors que du côté russe, on a des menaces de l'ancien président Medvedev, on a des généraux qui disent qu'ils veulent raser quand même. On a quand même officiellement des autorités russes qui disent qu'ils veulent utiliser en premier l'arme nucléaire. Et le mot même de tactique va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire si ça n'est que l'ultime défense, évidemment, c'est du stratégique, mais l'arme tactique, c'est le mot qu'a utilisé Vladimir Poutine, c'est bien une manière de dire attention, on peut l'utiliser de manière localisée et sans relatif quand c'est nucléaire. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur une guerre mondiale qui raserait la Terre, parce que là c'est du stratégique. Là on serait sur des bombes par exemple qui seraient portées par des sortes de gifles qui vont à quelques centaines de kilomètres et qui permettent par exemple de vitrifier un champ de bataille. Donc on est sur une zone très locale. Le but n'est pas de raser par exemple une ville, ils peuvent raser Kiev, mais c'est pas l'objectif du nucléaire tactique. Dans ce cas-là, ce serait simplement d'empêcher un attroupement de 20 000 soldats ukrainiens qui pourraient essayer d'attaquer. Sauf que la réalité, c'est que sur le terrain, une bombe atomique, ça va raser sur 1 kilomètre, 2 kilomètres. C'est à peu près la bombe d'Hiroshima. Exactement. Un peu plus puissante quand même avec ces modèles-là. Mais dans tous les cas, on n'est pas sur une armée napoléonienne avec 50 000 hommes qui sont dans une vallée. Là, ça n'a pas d'effet réellement stratégique. Quels sont les vecteurs? Un peu plus tard dans cette émission, on aura en direct un personnage qui a été au centre de la dissuasion nucléaire française, c'est l'amiral Vichot. Lui, il était dans un des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc c'est vraiment le cœur de la dissuasion française. Là, on ne parle pas de ça, on parle de vecteurs qui seraient de quelle sorte? Alors, il y a soit les missiles que la Russie tire sur l'Ukraine depuis des mois et des mois, les KH-101 par exemple, il y a une version nucléaire. Le missile hypersonique, le Kinzhal également, est potentiellement un vecteur nucléaire. Le problème, c'est que quand il arrive sur sa cible, on ne le sait pas. C'est une fois qu'il a touché le sol qu'on voit qu'il n'était pas nucléaire, et heureusement. Il y a également des missiles balistiques, donc qui vont être simplement tirés à quelques centaines de kilomètres, donc c'est du sol-sol. Ce n'est pas ceux qui sont tirés depuis des sous-marins. Et à l'époque, la Russie avait également des obus nucléaires, donc qui pouvaient être tirés par les 2 S-7, par exemple, qui sont des pièces d'artillerie assez grosses. Officiellement, ça a été démantelé. Maintenant, ils ont remis en service des missiles qui dataient de 2007. Donc, le fait que la Russie les démantelés ne veut pas forcément dire qu'ils ne peuvent plus s'en servir aujourd'hui, mais une simple pièce d'artillerie pourrait potentiellement tirer l'arme atomique. Ce qui est très frappant, c'est que la proximité compte. On se dit que les armes nucléaires, de toute façon, ça fait le tour de la Terre. C'est pas si simple que ça. Vous le disiez, le fait que les Occidentaux n'aillent pas plus loin qu'une certaine limite avait un sens. Donc, le fait que la Russie veuille aller jusqu'à la Biélorussie, ça aussi, ça a un sens. Mais de toute façon,
Pour moi, c'est vraiment de la com. Et je ne crois pas au fait qu'ils utilisent l'arme atomique. Je ne crois pas qu'ils puissent déclencher une guerre nucléaire parce qu'ils savent que la conséquence sur le terrain sera absolument dramatique. Parce qu'on l'a dit, si vous utilisez l'arme nucléaire en Ukraine, il n'y aura plus de limite dans les armes qu'on pourrait donner à l'Ukraine. On leur donne pas de missiles longue portée. Les avions de chasse, ça fait 1 an qu'on se pose la question. Les chars, on a mis 1 an aussi. Les hélicoptères, les drones, il y a beaucoup d'équipements qu'on pourrait leur donner. Et on a dit qu'on taperait nous-mêmes sur la capacité de la Russie sur le territoire ukrainien. L'accélération de la course aux armements, elle est quand même assez sidérante. Quand on regarde la carte telle qu'elle est, en quelques jours, tout ce qui a été annoncé, il y a l'alliance aérienne des pays du Nord, Suède, Norvège, Finlande. Un peu plus bas, en Biélorussie, il y a maintenant cette menace nucléaire de la Russie. Un peu plus bas, si on va du côté de la mer Noire, évidemment, et de la Crimée, on voit vraiment qu'il y a une sorte de nouveau rideau de fer, comme disait Churchill dans les années juste après la guerre, qui s'est recréé. Oui, mais il est quand même beaucoup plus à l'est que par le passé, ce qui est plutôt bien pour nous. Mais on est toujours avec cette défense, c'est-à-dire que les pays du Nord se décident à s'organiser pour avoir une structure unique, coordonnée avec tous leurs avions de chasse, 250 avions de chasse de dernière génération, avec des missiles qui portent plus loin, avec des radars plus efficaces que ce dont peuvent disposer les Russes. Dans le sud, on a des pays qui étaient avant du bloc de l'Est, mais la Roumanie, la Bulgarie, qui maintenant sont avec la Turquie sur ce front de la mer Noire. Et quand les Américains se trouvent en mer Noire et qu'ils continuent à faire des vols en mer Noire, c'est normal puisqu'ils protègent les frontières de certains pays de l'OTAN qui demandent cette réassurance. À cela s'ajoute la menace du nucléaire civil, mais qui pourrait être la conséquence d'un tir. C'était la déclaration tout à l'heure sur notre antenne, interview exclusive de Raphaël Grossi. Il est le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il est dans le train, vous allez le voir à l'image, il est dans le train qui roule en direction de Zaporijjia. Et il dit qu'à Zaporijjia, la plus grande centrale d'Europe, non seulement il y a des risques, mais les risques ont encore augmenté. Dans toute cette région, cette croissante est du pays qui est sous contrôle russe, il y a des offensives, des contre-offensives, on parle d'offensives de printemps, on parle de mobilisation militaire. On sait déjà, par les rapports de mes experts, qu'il y a une mobilisation militaire croissante. Donc, évidemment, les risques d'un accident majeur a augmenté proportionnellement. Le risque a augmenté. On n'avait plus parlé de Zaporijjia depuis un certain nombre de semaines. On croyait l'avoir oublié. En réalité, là aussi, un tir, soit ukrainien, soit russe, peut provoquer une catastrophe à l'échelle d'une grande partie de l'Europe. Sachant que la dernière salve de missiles qui a eu lieu il y a à peu près 2 semaines et demie avait visé une ligne à haute tension d'approvisionnement des systèmes de secours de la centrale. Et ça, c'était les Russes qui avaient tiré et qui l'avaient revendiqué. Donc leur but étant de déconnecter l'Ukraine de ces centrales, et notamment de la centrale de Zaporijjia, ils prennent déjà des risques par le passé. Donc si maintenant on va revenir faire des combats, peut-être que l'Ukraine ferait des contre-offensives dans la zone, peut-être qu'il y aurait de nouveau une volonté de reprendre cette zone qui est ukrainienne à la base, s'il y a des combats autour de Zaporijjia, effectivement le risque est élevé. Le fait qu'ils voient monter cette pression, le fait qu'on voit les soldats qui se préparent, le fait qu'on imagine des contre-offensives qui pourraient avoir lieu vers le sud pour reprendre la Crimée, logiquement on est sur une centrale nucléaire qui ne va pas être loin de l'axe des zones qui sont maîtrisées par l'Ukraine vers la Crimée. Donc oui, c'est normal qu'en tant que responsable d'un organisme de sécurité nucléaire civil, il se pose des questions sur les futurs combats qu'il pourra avoir autour de la zone. Qu'est-ce que vous observez autour de Zaporijjia ? Vous êtes parmi les civils non nucléaires, parmi ceux qui ont la vue d'ensemble la plus complète. Nous, à l'époque, avant que l'AIEA soit déployée, il y avait sur place des armements lourds qui étaient directement hébergés à l'intérieur de certains des bâtiments qui jouxtent les réacteurs. Il y avait des tirs de lance-roquettes multiples qui étaient réalisés depuis l'enceinte par la Russie évidemment sur les Ukrainiens qui étaient à cette époque-là du côté de Kherson. Et on a, heureusement, depuis que l'AIEA est arrivée, ils ont été obligés de retirer ces armes lourdes. Parce que l'Ukraine ne pouvait pas détruire les armements qu'elle voyait sur la zone, puisque là, il y avait vraiment un risque. Il faut dire un mot des pertes humaines parce qu'elles s'accélèrent de manière tout à fait vertigineuse pendant que nous parlons jour après jour. Côté russe, côté ukrainien, côté russe d'abord, nous recevons toujours plus, et c'était moins le cas dans le passé, des images de funérailles de Russes. Alors souvent, ce sont des régions lointaines parce que c'est proportionnel, beaucoup viennent de régions lointaines, mais ici, on en voit un exemple.
Est-ce qu'on sait combien de Russes ont été tués pour l'instant? Non, alors c'est très difficile, mais on est certainement au-delà des 100 000 morts depuis le début. Rien que dans Wagner, sur les 50 000 prisonniers qui ont été engagés, une ONG russe dit qu'il n'y en a plus que 10 000 qui sont aptes au combat. Donc a priori, il y en a au moins 40 000 qui sont morts ou blessés, et on pense que c'est la moitié de morts et la moitié de blessés graves. D'une manière générale, étant donné qu'on va atteindre les 10 000 véhicules russes qui ont été détruits, il y a des ratios qui nous disent qu'on devrait être autour de 100 000 morts. Et encore autant de blessés derrière, donc on est sur des chiffres qui sont catastrophiques. Mais pour moi, par contre, il y a un peu moins de morts, puisqu'ils ont un petit peu arrêté cette volonté de faire des offensives qui ne marchaient pas, avec ce qu'on appelle la chair à canon. Et il ne faut pas croire que ce soit plus facile du côté ukrainien. Les Ukrainiens ont des centaines de pertes par jour également, mais le ratio est toujours très très favorable pour le défenseur qui réussit sa défense face aux Russes qui ratent ses attaques. Les morts